Moi je m'appelle Johan Loh, chef de projet au service topographique de la DI3T, et je vous présentais l'application V3 du SIG Cadastre, qui était un projet porté par Eric Galzin, anciennement chef du bureau du cadastre. C'est cool si c'est le micro qui fonctionne. Qui travaille maintenant pour le compte de la DSF. Dans ce projet, il y a aussi Laurent Dubois, chef de projet au SGT, qu'on remercie aussi pour ses tests et mise en production de l'application. Et Florian Gourmelin, qui est notre prestataire SCSI. Et j'oublie pas non plus le bureau du cadastre, qui a œuvré dans les tests d'application, valoriser un peu les collègues. Et là, je vais juste présenter humblement l'application dans ses coulisses, comment ça fonctionne, comment c'est organisé dans le modèle relationnel de données. Présenter aussi le contexte pour qu'on passe d'une V2 à une V3. Grosso modo, c'est surtout une application qui se veut iso-fonctionnelle, où on conserve les fonctionnalités de la V2 dans la V3, mais sur un socle techno complètement différent. Et les évolutions qui ont été portées dessus, donc même si ça se veut iso-fonctionnel, il y a des choses qui sont remarquables pour le côté utilisateur, des choses qui sont remarquables de notre côté modifié pour modifier la donnée du côté bureau du cadastre. Donc si vous vous rappelez bien, l'interface de la V2, ça ressemble à peu près à ça, avec des fonctionnalités qui sont globalement portées sur la V3, et qui par contre, elle, dans l'interface d'utilisation, était basée sur une techno qui s'appelle Flash, et qui, ça, ne pouvait plus être porté par les navigateurs. Donc si vous l'ouvriez, vous avez le petit bouton en rouge en haut à gauche, là, qui disait « Get Adobe Flash Player », et ça, c'était annoncé dans des communications récentes qui disaient qu'à horizon 2020, c'était plus possible de mettre des applications Flash. Donc première contrainte technologique qui nous forçait à pousser la V2 vers une V3 plus portable, plus ouverte. Et vous voyez, si vous avez déjà ouvert l'application sur vos smartphones ou vos tablettes, vous pouvez vous connecter a priori sur n'importe quel type de support. Et la deuxième contrainte, c'est le fait que, donc ça sert à rien parce que j'en parlais tout à l'heure, c'est le logo Flash. C'est le fait que l'application soit déjà bien implantée dans une communauté d'utilisateurs qui sont des acteurs de l'aménagement foncier, qui représentent 300 personnes. C'est aussi une application qui rapporte de l'argent parce qu'il y a eu un arrêté des tarifs en 2017 qui fixait les produits et services du service topographique. C'est à peu près entre 3 et 4 millions par an. Et dans la répartition de nos utilisateurs, donc ces 300 personnes, il n'y a pas beaucoup de privés, on a un petit peu moins de 10%, et c'est relativement constant de 2019 à 2020. Donc vous voyez bien que l'essentiel, c'est quand même des collectivités avec le bleu ciel là qui représente les communes. C'est 20 communes sur 30 communes. Pourquoi pas les 33 communes? Parce que les îles Loyauté, c'est du cadastre coutumier, c'est des terres coutumières et ce n'est pas une compétence qu'on va instruire. Le fait aussi que l'application soit consommée de manière régulière de 2017 à 2020 pour les stats que j'ai pu récupérer. Avant, vous connectiez sur 2 URL, il y avait des accès professionnels pour ceux qui voulaient accéder à un noms des propriétaires et des dossiers fonciers, et des connexions publiques pour ceux qui voulaient récupérer simplement des informations relatives au référentiel cadastral, à une numérotation cadastrale et à des surfaces. Donc il y avait 2 URL et on peut isoler les connexions. Donc ça, c'est la partie publique qui est en bleu. Si j'ai éteint le vert, là, il reste que le bleu. Et là, c'est la crise sanitaire qui a fait diminuer l'activité de certains professionnels, notamment chez les agences immobilières, je pense. J'extrapole, mais je pense que c'est ça. Et pour les pros, c'est resté quand même relativement constant entre 1000 bits et 2000 connexions mensuelles. Donc vous voyez bien qu'arrêter un service qui est payant et qui est utilisé par beaucoup d'utilisateurs, c'est pas possible. Donc le principe qui a été arrêté par un copil des TSI, c'était de faire une application ISO. Mais en cela, il y avait quand même des choses qui ont été portées et qui sont visibles pour vous côté utilisateur, la manière de s'y connecter, un moteur de recherche qui a été amélioré aussi, et pour nous, une ergonomie de saisie pour le bureau du cadastre et dans son modèle relationnel de données. Donc on va vite fait voir comment on fait pour accéder à l'appli. Il n'y a plus qu'un seul URL, c'est cadastre.gouv.nc, et si vous ne vous connectez pas, vous avez juste un profil public. Vous pouvez imprimer des plans, vous pouvez imprimer des renseignements parcellaires, mais si vous voulez accéder à plus, il faut être reconnu dans l'application comme un utilisateur pro. Il y a 2 façons de le faire. Donc, si vous avez déjà payé aux impôts avec NC Connect, là, vous devriez être familier. Et ça, c'est réservé qu'aux privés. Donc c'est les géomètres et les notaires pour être assez grossier. Et Gemini, c'est tout ce qui relève des missions de service public.
Donc potentiellement, les gens qui sont intéressés pour accéder à d'autres applications du gouvernement, je crois qu'il y a Sigal là, pour les élections. Et en gros, ça marche comme ça. Vous avez un mail, il y a un mot de passe, donc vous avez la parfaite gestion. Si le mail est reconnu dans un dictionnaire, on va le comparer à une table d'application, la table des utilisateurs. Et s'il est de match, on va vous affecter un rôle. Alors le rôle là, il est très important parce qu'on va définir ce que vous avez le droit de voir et pas le droit. Moi, en tant que collectivité, je représente le Gouv et je suis administrateur. Je suis reconnu par Gemini et je suis reconnu dans l'application, je suis administrateur. Quand vous êtes un agent de la mairie de Païta pour des services techniques, vous vous connectez avec Gemini aussi et vous avez accès restreint à une étendue géographique, donc la mairie de Païta, tout ce qui contient le parcellaire de la mairie de Païta. Donc à minima, quand vous êtes pro, vous accédez au nom des propriétaires et quand vous voulez plus, vous avez des données techniques. Les données techniques, c'est les données des géomètres experts et des renseignements juridiques là, que nous fournissent les notaires. Après, vous naviguez comme vous voulez. Une fois que vous entrez dans l'application, il y a un florilège de données. La première, c'est le cadastre, parce que c'est une compétence qui est inscrite dans la loi organique. Et pour valoriser ce parcellaire, on va utiliser une série de fonds. Il y a les fonds imagerie et 2000 du GE-SERAI. On va exploiter aussi sa base d'adresse, le fonds carto de la DI3T. Et si vous voulez voir rétrospectivement ce qui s'est passé en termes de parcellaire, il y a les anciens plans des géomètres qui sont conservés sous forme de feuilles minutes. Donc c'est une valorisation de notre archivage de manière numérique, qui sont des mosaïques datasets référencés. Quand on veut plus, donc on va saisir des parcelles avec des renseignements attributaires qui lui sont liés, typiquement des surfaces, des noms de propriétaires. Ça, c'est stocké dans une base de données, dans des tables attributaires. Vous pouvez les avoir en interrogeant au clic parcelle, ce type de renseignements. Et il y a des pièces jointes qui sont liées à ces renseignements attributaires. Notamment, je l'avais mis en premier exemple, là, ce sont des actes. On ne va pas tout récupérer des actes, notamment les prix de vente, c'est un truc qu'on nous avait strictement interdit de faire, mais on récupère les renseignements des propriétaires. Donc je le mets en dernier là, le Polygone, c'est que c'est un projet encore, c'est le fonds CartoWeb qu'on attend avec impatience côté DTSI et qui devrait valoriser à la fois le travail du bureau de la Carto, mais le parcellaire aussi. Donc ça, c'est la présentation, on va dire, désorganisée de notre cadastre. Là. Si on veut quelque chose de plus ciblé, parce qu'en fait, ce qui nous concerne, c'est surtout le parcellaire, c'est comment on entre dans une donnée et qu'est-ce qu'on va récupérer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui fait le fil conducteur de nos missions, c'est le parcellaire et ce qu'on va y attacher. On ne fera pas l'inventaire du patrimoine foncier d'une personne, on ne fera pas l'inventaire d'un certain nombre d'actes sur une période donnée. Le point d'entrée, c'est le parcellaire et on ne fera pas le miroir de certaines missions qui sont attribuées aux services fiscaux, par exemple. Donc là, c'est à la fois votre moyen d'accéder aux informations, mais c'est aussi ce qui organise notre modèle relationnel de données. C'est la plus grande table attributaire qui existe pour nous, c'est les parcelles, et ensuite, c'est ce qui va graviter autour. Pour aller un petit peu plus loin dans votre expérience utilisateur, au moment où vous cliquez sur une parcelle, vous allez générer des requêtes pour obtenir un certain nombre d'informations qui est conditionné par votre profil. En gros, l'application, c'est deux blocs. C'est un front, c'est votre écran, et le back, c'est toute la machinerie qu'il y a derrière. Ce que vous faites en faisant un clic sur une parcelle, vous allez demander, comme sur une télécommande de télévision, qu'est-ce que je veux obtenir? Obtenir, c'est get. C'est une requête qui va transiter dans un service d'application et qui va conditionner votre résultat sur votre écran. Get une information dans une base de données. La base de données, c'est deux schémas. Là, il y a deux schémas collés l'un à côté de l'autre. Là, c'est d'abord l'étape d'application et ensuite la géométrie. Donc, pour être un peu techno, ça c'est un serveur, un SGBD PostgreSQL. Les bases de données sont gérées par Esri, par les solutions Esri quand on veut mettre à jour du parcellaire avec un client lourd ArcGIS 10.4. Et donc voilà, à peu près pour l'organisation. Ces données-là sont fusionnées et elles sont remontées dans le service d'application et elles apparaissent sur votre front. Pour aller encore plus loin, c'est votre click parcelle. Le get, c'est votre protocole. Ça, c'est votre méthode. Je veux obtenir les informations d'une parcelle sur laquelle j'ai cliqué. C'est un URL. Et ça va se passer de la façon suivante. Votre écran, c'est le reflet d'une image JPEG, d'un fond carto et de la géométrie des parcelles. La requête, c'est quel est
l'objet qui capture le point sur lequel j'ai cliqué. Quand vous avez GeoRep qui est ouvert, vous avez des coordonnées qui s'affichent dynamiquement, c'est votre curseur de souris, et au moment où vous faites un clic, vous générez un point, et la requête, c'est une requête spatiale qui demande quelle est la géométrie qui capture le point sur lequel j'ai cliqué. Donc cette information, elle va redescendre dans le système, le service d'application, et ce qui remonte, c'est ce qu'on appelle couramment un objet JSON. C'est une série d'attributs qui vont être reconnus dans le système de l'application et va faire le matching entre lui, il est agent de collectivité, je vais lui donner la surface, je vais lui donner le nom du propriétaire. Donc c'est là la jonction entre le front et le back, là, pour la deuxième partie, la sous-partie. C'est la correspondance entre les objets JSON et ce que je vois dans la fenêtre contextuelle. Votre expérience utilisateur, c'est je clique sur la parcelle, j'ai une fenêtre contextuelle qui s'affiche avec les renseignements auxquels j'ai droit d'accéder. Voilà, donc là c'était pour montrer le fil conducteur de nos missions, organisation de notre base de données, mais qui est cohérent toujours avec le parcellaire et qui a évolué parce que ça c'est transparent pour vous, mais pour nous c'est important parce qu'elle permet d'historiser les parcelles et de savoir ce qui s'est passé avant, quels ont été les anciens acquéreurs et qui permettent une ergonomie garantie en tout cas pour les agents du bureau du cadastre. Il y aura d'autres évolutions qui seront portées, c'est la diapo suivante là. Donc ce que j'ai représenté par un petit nuage, c'est tous les services web qu'on pourrait potentiellement implémenter en lien avec le foncier. Il y aurait des choses qui seraient par défaut cochables, si vous voulez par exemple du PUD, des voies classées, enfin, potentiellement plein de choses liées au foncier, mais aussi des choses bricolées que vous voudriez importer avec un widget. Je veux importer un service web, voilà l'URL du service web. Donc il y a deux notions, c'est le fait de pouvoir accompagner les gens qui ne sont pas forcément du métier de la géomatique et qui auraient simplement à allumer ces cases, pour peu qu'ils nous préviennent de l'opportunité d'afficher un certain nombre d'informations selon leurs besoins métiers, qu'ils soient géomètres experts ou qui viennent des services fiscaux, et des gens qui seraient un peu plus aguerris en leur confiant carrément les manettes. L'aspect sécurité, c'est le cadenas en dessous là. C'est le fait que l'application est devenue portable. Vous ne pouvez plus vous connecter avec un certificat fichier qui garantissait que votre poste, c'est simplement pour des missions professionnelles et pas en dehors. Maintenant que vous pouvez le faire avec des tablettes et des smartphones, la sécurité des données n'est pas compromise, mais disons qu'elle est sensible puisque vous accédez à des noms des propriétaires où vous vouliez. Donc pour ça, il y aura un suivi informatique avec les traces parce que c'est des applications dont le comportement est tracé. Ce que vous faites, vous avez un login mot de passe, on sait ce que vous avez fait à quel moment dans l'application et on s'assurera que l'intégrité des données sera conservée. Et enfin, en haut à droite, là, c'est le fait de pouvoir faire un peu comme toutes les administrations, c'est de dématérialiser ces services et de déporter une demande, qu'elle soit traduite de manière informatique, je veux ça, je le paye de manière dématérialisée sans avoir à passer par un guichet. Les autres méthodes que j'avais dites qui permettaient de récupérer une information par le protocole GET, il y en a d'autres, c'est-à-dire que vous faites que consulter, mais c'est aussi une application de saisie. Le bureau des cadastres, il va se loguer, il va avoir le droit de modifier des données, créer des propriétaires, créer des dossiers. Donc c'est en ça qu'il y a une petite particularité de cette interface web, c'est qu'on peut faire a priori un peu tout ce qu'on veut. Et voilà, c'est fini. Oui, une dernière chose, bon, il n'y a plus qu'un seul URL parce que si vous vous souvenez, il y avait cadastre_pro et cadastre_gouv_nc pour les applications publiques et privées. Donc il n'y en a plus qu'une seule. Maintenant, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une concurrence de données qui sont pluridisciplinaires, collaboratives, plein de partenaires. Ce qui est important de savoir, c'est que si on a l'impression que c'est une plateforme qui devient de plus en plus référente dans le cercle des acteurs de l'aménagement foncier, le cadastre n'est pas une référence. C'est une référence pour la détermination des présomptions de propriété, mais au dernier degré de ce qui existe déjà. Ça n'a aucune valeur juridique. Les actes sont les premiers documents qui attestent la propriété d'une personne privée ou morale. Il y a d'autres faisceaux d'indices, mais le cadastre ne vaut pas de titre de propriété. Au titre aussi des limites qui sont définies, elles sont définies par des géomètres experts, pas tout le temps, parce que, comme on l'a vu avec les feuilles minutes, il y a aussi des restitutions qui sont faites par photographie aérienne.
Donc voilà, ce sera votre outil de travail, mais pas une référence juridique. Il faudra bien que vous en preniez compte. Voilà, je vous remercie.